Bonjour, soyez les bienvenus dans la Semaine de l'écho, numéro consacré à l'Afrique, son économie et ses entrepreneurs. Comment entreprendre et développer son activité dans un continent en proie à la flambée des prix, au chômage, au risque de crise sociale ou sécuritaire que peuvent apporter la technologie et le numérique? Réponse dans un instant. Quels remèdes face à une jeunesse particulièrement touchée par le chômage? Comment mieux former les jeunes, créer des emplois de qualité? Et comment lutter contre la fuite des cerveaux? Reportage et analyse à suivre. Enfin, inondations, sécheresses et cyclones, l'Afrique est particulièrement exposée au choc climatique. Sans accord ambitieux à bas coût, comment le continent peut-il se fixer des objectifs ambitieux de réduction de gaz? Comment peut-il financer l'adaptation et l'atténuation au changement climatique? La transition écologique peut-elle créer de nouveaux emplois? Eh bien, toutes ces questions, pour y répondre, j'ai le plaisir d'accueillir un économiste et 3 entrepreneurs. Seynabou Dia-Sall, fondatrice et PDG de Global Mind Consulting, entreprise basée au Gabon et au Sénégal, spécialisée dans le conseil en communication. Thierry Kientega, fondateur et PDG de WeCoding, société de conseil technologique présente en France et en Afrique. Yann Raylander, économiste et conseiller spécial au Centre de développement de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE. Et Akwa Abuja, spécialiste en transformation digitale et intelligence artificielle, notamment pour le ministère togolais de l'économie numérique. Bonjour à tous les 4 et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Une reprise timide sur le continent africain. Cette année, la croissance devrait augmenter de 3% et de 4% l'an prochain, selon la Banque mondiale. Après 2 ans de flambée des prix, la colère sociale gronde. Kenya, Ouganda, Ghana, Nigeria, Côte d'Ivoire, de nombreux pays sont secoués par des manifestations contre la baisse du pouvoir d'achat. Yann Raylander, le Fonds monétaire international s'inquiète des risques de crise sociale. Partagez-vous cette inquiétude? C'est vrai que surtout, l'inflation reste toujours élevée. On est toujours autour de 18% après une période de 20%. Et ça, bien sûr, veut dire que le pouvoir d'achat est menacé. Et c'est ça ce que les gens ressentissent. Et ça complique la vie quotidienne. Et on voit surtout aussi qu'en Afrique, le combat contre l'inflation est plus lent que qu'on a pu avoir ici en Europe. Et avec toujours 18%, je pense. Surtout comme on a beaucoup de gens qui ont des problèmes au quotidien de gagner leur vie, d'avoir assez pour acheter ce qui est nécessaire. Cette inflation est importante et le pouvoir d'achat, ça se sent direct dans le quotidien. Et je pense que ça peut tout à fait créer des tensions. Mais on voit quand même que c'est en baisse. Est-ce que, je pose la question à vous 3, est-ce que c'est un risque qui a déjà des impacts concrets dans vos activités? Alors on le ressent, je pense, sur le panier de la ménagère, hein. On fait nos courses, on voit bien que la plupart des prix ont beaucoup augmenté. Et c'est sûr que les personnes qui sont dans des situations de précarité le ressentent encore beaucoup plus. Ajouter à ça toutes les conséquences du réchauffement climatique, on a beaucoup d'inondations, notamment au Sénégal. Ça fait un cumul qui fait que la situation est peut-être assez critique, et qu'effectivement on ressent le coût direct de cette inflation et de cette situation économique qui ne s'améliore pas pour l'instant. Akwa Abuja? Oui, alors je voudrais justement ajouter à cela que ça se ressent surtout chez les entrepreneurs qui aujourd'hui doivent quand même augmenter un peu le salaire de leurs collaborateurs qui ne cessent de réclamer cela. Donc un ajout très slight aussi. Ouais. Non, mais de toute façon, je pense que dans les situations de crise sociale, budgétaire, les entrepreneurs sont forcément impactés. Donc, effectivement, nous, on travaille avec des gouvernements, on travaille avec des entreprises. Effectivement, ces entreprises, hein, c'est un cercle qui est soit vertueux, soit vicieux. Et donc, l'idée, c'est que nous, effectivement, on a une baisse de commandes, notamment sur toutes nos prestations de conseil, effectivement, dans les pays qui sont touchés par la crise sociale. Ouais. De quel ordre, pour avoir une idée? Nous, sur l'année 2024, en Afrique, on prévoyait une croissance de 20-25%, et finalement, on va attirer sur une croissance à 10-12%. Voilà, donc, Mais une croissance tout de même. Tout de même, exactement. Yann Raylander, la difficulté de ces États, c'est aussi souvent que les dépenses sociales sont faibles et ça ne permet pas nécessairement d'amortir le choc. C'est un peu l'austérité permanente. Tout à fait. Et c'est très lié au pouvoir budgétaire de l'État, en tout cas.
Quand on regarde l'Afrique, comparée par exemple à l'Europe, il y a surtout aussi la difficulté de lever assez d'impôts. Alors d'avoir la capacité de créer des ressources pour l'action publique, pour l'État, dans l'économie. Et ça, c'est vraiment un défi permanent. On a en Afrique, en moyenne, le taux d'imposition sur PIB, c'est autour de 18%. Après, il y a... Du PIB de la richesse nationale, quoi. C'est ça, c'est ça. Alors, c'est à peu près 18% de l'économie qui est transformée en impôts. Et c'est avec cet argent que l'État peut agir. Alors, c'est sur ces 18% que l'État peut investir dans l'éducation, dans le social, dans plein d'autres choses. Et ce taux de 18%, c'est beaucoup moindre que, par exemple, dans les pays de l'OCDE, on est à 34%. Alors, cet investissement et aussi travail social et de gouvernance, de pouvoir lever plus d'impôts est très important pour donner aux États la capacité d'après pouvoir investir dans le social, dans l'éducation et aider les gens dans ces situations. C'est Nabouli Assal. Oui, je pense que, en tout cas, pour la spécificité de bon nombre de nos pays, on est sur des économies qui sont très souvent informelles. La plupart des entrepreneurs qui entreprennent essentiellement, c'est de l'entrepreneuriat de survie. Donc, c'est joindre les deux bouts, c'est pouvoir régler les frais d'ordonnance lorsqu'ils se présentent, financer l'éducation des enfants. Donc, on est sur un modèle qui n'est pas forcément complètement en adéquation. On dit qu'il faut lever plus d'impôts. Donc, on s'adresse aux entreprises qui elles-mêmes vivent l'inflation, vivent la baisse drastique de leurs revenus. Donc, c'est un peu contradictoire. Je pense qu'au contraire, on gagnerait dans nos pays à peut-être accompagner ces entreprises-là, à justement leur permettre d'avoir un peu de souffle et de respiration pour pouvoir continuer à créer de l'emploi. Ça veut dire quoi, en fait, accompagner? Alors, concrètement, c'est des mesures fiscales aussi qui permettent, donc, soit qui sont Ce qui coûte cher. Oui, mais on en a besoin. Je pense que c'est peut-être que sur le coût immédiat, on va avoir l'impression que c'est un coût qui est peut-être élevé parce que c'est des recettes qui n'entrent pas. Mais je pense que sur le long terme, c'est vraiment ce qu'il faut avoir comme stratégie parce que ça va permettre à nos entreprises de pouvoir se développer, de pouvoir aussi se projeter, investir, recruter, donc continuer à créer de l'emploi. Et ça, c'est quand même l'objectif que les entreprises ont. Vous êtes d'accord? Moi, je suis totalement d'accord. En fait, je suis d'accord avec les deux parce qu'aujourd'hui, on est Mais est-ce que c'est compatible à la fois de grossir les recettes de l'État et en même temps d'accompagner les entreprises à grandir? Si on regarde ça dans un temps court ou dans un temps long. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on est sollicités par énormément de gouvernements qui ont un vrai sujet parce qu'ils n'arrivent pas à recouvrer l'impôt. Et donc, ils veulent utiliser le digital, la technologie et l'intelligence artificielle, notamment, qui est très utilisé d'ailleurs en France, ici, par le ministère de l'économie et des finances, pour recouvrer le maximum d'impôts. Et ça marche? En France, ça marche très bien. Voilà, je pense que tous ceux qui vivent en France le savent. L'administration fiscale est assez performante. En Afrique, effectivement, c'est compliqué puisque les entreprises, la plupart ne sont pas enregistrées. 80% de l'économie, elle est informelle. Et de toute façon, quand l'État n'est pas correctement en place, c'est très difficile de recouvrer l'impôt. Mais il faut effectivement mettre en place une politique long terme, là où, au début, l'administration va proposer aux entreprises de pouvoir s'enrôler, de ne pas payer les taxes et les impôts peut-être pendant un certain temps, au moins pour avoir des fichiers, une base de données propre sur les entreprises en fait, qui existent et après, derrière, leur demander de déclarer notamment les chiffres d'affaires, les recettes, les revenus. Je sais qu'aujourd'hui, au Burkina Faso, notamment, le gouvernement est très, très alerte sur ces sujets de tous les entrepreneurs qui avaient ce qu'on appelle des numéros IFU, donc un peu ce qu'on appelle le sirène aujourd'hui. Tous ceux qui ont un passif fiscal sont rattrapés par les services des impôts. Et s'ils ne payent pas, exactement, en fait, ils ne peuvent plus exercer. À quoi, Aouja, vous qui connaissez bien, qui travaillez sur ces domaines au Togo, comment ça se passe? Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, il y a une forte volonté, surtout de la part du gouvernement, pour pouvoir mieux faire éclore plusieurs opportunités, surtout en économie numérique. Donc, pour dire, c'est toutes les activités qui sont relatives aux nouvelles technologies de l'information et de la communication et qui sont reliées aussi à la production et à la vente des services numériques. Donc, en gros, un petit rappel. Et aujourd'hui, l'État met en place plusieurs régulations, que ce soit en cybersécurité, parce que, comme on le disait, il y a plusieurs activités informelles maintenant qui sont digitalisées, surtout au Togo, avec des PME qui constituent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, 80% de toute l'économie. Et donc, l'État met en place également des espaces pour pouvoir faire plus éclore des opportunités entre ces entrepreneurs, ces TPME. Et ça, c'est une opportunité, je dirais, aujourd'hui,
pour le Togo quand il s'agit d'entreprendre en général. Mais c'est intéressant ce que vous dites parce que quand on pense intelligence artificielle, aujourd'hui on pense plutôt à destruction d'emplois. Est-ce que ça peut aussi être créateur d'emplois? Bon, Allez-y, tous les deux, chacun votre tour. de toute façon, l'intelligence artificielle, moi je dis, ce n'est même pas une révolution, c'est une disruption. Oui, Alors les la emplois- différence, La différence, c'est que c'est un choc majeur. C'est sûr qu'il y a des métiers, par exemple, il y a certains métiers des centres d'appel, notamment certains métiers de graphiste, peut-être même développeurs, dans 10 ans qui ne vont plus exister. Vous allez aujourd'hui, vous parlez avec WhatsApp Air France, vous parlez en fait avec une intelligence artificielle. Il y a énormément de métiers qui vont disparaître. Nous, on a l'habitude de dire que en fait, c'est les métiers qui sont pénibles, répétitifs, qui vont disparaître. C'est aussi pour le bien-être des personnes. Donc oui, clairement, il y a des métiers qui vont disparaître. Après, comme toute révolution ou disruption, quand le pétrole est arrivé notamment, le moteur à combustion, il y a des opportunités et il y a des risques. Donc nous, en tout cas, moi, je pense que si la formation est correctement mise en avant, il y a des métiers nouveaux qui vont être créés. Il y a 90% des métiers de 2035, en fait, qui ne sont pas connus. Ils ne sont même pas imaginés. Voilà. quand vous dites mettre l'information correctement en avant, La formation. La formation. En Afrique et l'éducation, si on D'accord. parle typiquement du D'accord. continent africain, il y a de nouveaux métiers qui vont être créés. Donc, je pense que l'Inde a su prendre à un moment donné le bon tournant. Donc, l'Inde aujourd'hui est une économie majeure sur tous les sujets de l'IT. D'ailleurs, presque tous les patrons des entreprises de la tech aux États-Unis sont des Indiens. Et je pense que l'Afrique, en fait, il y a une opportunité si les gouvernements arrivent à saisir ce tournant. Après, l'intelligence artificielle, ça nécessite aussi beaucoup d'énergie, beaucoup d'infrastructures. Est-ce que ça fait partie des freins Oui, il faut dire d'abord, pour moi, c'est de rebondir sur la première question. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle ou tous les modèles développés sont plus comme des assistants pour pouvoir mieux performer. Et donc, le voir plutôt comme un risque qui va faire disparaître des emplois. Moi, je dirais ça va réinventer plutôt de nouveaux emplois. Ça va nous permettre d'être plus à jour. Et aujourd'hui, c'est plutôt un levier sur lequel plusieurs entreprises devraient se baser. Ce n'est pas un risque, ce n'est pas une menace, ça nous permet de mieux faire. Et l'un des risques majeurs, ou je vais dire l'un des freins ou obstacles majeurs pour nous, c'est surtout la disponibilité des données qualitatives. Parce que pour pouvoir entraîner mieux nos données, nous avons besoin d'avoir des données, nos modèles, nous avons besoin d'avoir des données qui sont qualitatives, exploitables. Par exemple, quand on parle de ChatGPT ou de Gemini, je ne vais pas citer plus, la majorité de ces modèles-là ont pu être développés à travers des données collectées dans les pays occidentaux plus développés. Aujourd'hui, au Togo, ce qu'on rencontre comme difficulté, c'est justement... Voilà, nous avons plusieurs données, mais qui ne sont pas structurées. Nous ne savons pas exactement à qui correspond cette donnée-là. Et si nous entraînons un modèle prédictif, par exemple, pour l'agriculture, je dis juste un exemple, c'est que nous avons des difficultés à savoir quel type de culture convient à quelle période de l'année déjà. Ça, c'est la base. Et ensuite, comprendre mieux comment est-ce qu'avec cette donnée-là, on peut mieux entraîner nos modèles. Donc ça, c'est par exemple une difficulté ou un obstacle clair qui est partagé quand même par certains pays de la sous-région. En plus de peut-être des difficultés d'infrastructure ou énergétiques. Totalement. Effectivement, aujourd'hui, comme elle dit, c'est que si on prend l'intelligence artificielle sur des modèles qui existent déjà, ChatGPT, Gemini, Perplexity et autres, effectivement... C'est bien, vous en avez cité 3. Voilà, Tout le monde est content. Je vais plus en citer. Effectivement, ce sont des assistants aujourd'hui, donc ils permettent d'automatiser des tâches et le sujet, c'est d'utiliser leur potentiel pour accélérer. Mais le vrai sujet de l'intelligence artificielle aujourd'hui, notamment en Afrique, il y a un problème d'infrastructure, donc il faut énormément d'argent. C'est qu'un modèle comme ChatGPT, sur GPT-4, c'est près de 200 millions d'euros d'investissement de GPT. Donc GPT, c'est une boîte qui a levé plus de 13 milliards de dollars. Voilà, comment en Afrique on peut concurrencer Moi, de j'ai tels l'impression mastodontes que nos entreprises, et notamment la jeunesse africaine, se saisit vraiment de ce levier d'innovation et fait preuve d'énormément de créativité. Moi, je suis assez impressionnée de voir toutes les innovations qu'on a vues émerger ces 5 dernières années, ne serait-ce je pense à PAPS au Sénégal, je pense à Wave aussi, pour justement favoriser l'inclusion financière. Et je pense là, tout dernièrement, puisqu'on parle d'IA,
à une initiative qui s'appelle AWA et qui utilise justement les langues vernaculaires, le Wolof, le Peul, le Serer, pour rendre plus accessible en fait finalement. C'est une façon de l'accès. se distinguer justement d'une technologie qui est largement dominée par l'anglais. Clairement. Et puis ça permet aussi d'accéder, de favoriser en tout cas l'accès à la formation à un nombre plus important, parce que tout le monde n'a pas la possibilité d'aller dans des grandes écoles, de rejoindre la capitale, avec tous les frais qui sont associés. Donc depuis chez soi, on peut via son smartphone ouvrir, s'informer, se former, avoir accès à des formations d'excellence. Oui. Il y a même des universités qui ont pensé leur modèle uniquement sur du virtuel. Je pense à l'université virtuelle au Sénégal. Donc c'est dire qu'en fait, je pense qu'il faut prendre l'innovation comme un levier stratégique qui est très important pour faire à la fois de la transformation et aller plus loin dans les axes qui sont clairement stratégiques pour le développement de nos pays. Mais vous l'avez dit, développer ces outils, ça coûte cher. Ça coûte cher. En fait, pour développer des IA propriétaires avec des propres modèles, effectivement, il faut de la puissance de calcul. Donc aujourd'hui, Nvidia, sur le dernier modèle A100, il coûte environ 15 000 $. Voilà. Aussi, on utilise du cloud. Voilà, je ne vais pas citer de nom, mais c'est entre 5 et 10 $ l'heure pour entraîner un modèle. Et, il faut souvent une année pour entraîner un modèle. Donc, vous imaginez bien que ce n'est pas le sujet des entreprises en Afrique qui n'arrivent même pas à lever quelques centaines de milliers d'euros, quelques millions d'euros. Mais ça ne les empêche pas de se lancer quand même. Hein. On a beaucoup En fait, de startups qui il y a sont beaucoup de- dirigées par des hommes et des jeunes et des femmes entrepreneurs qui Ouais. se lancent dans l'innovation, Bien sûr, dans le ouais. numérique et qui utilisent le numérique, les innovations pour répondre à des problématiques qui se posent dans le quotidien des Exactement, Africains. c'est ça. Et si je ne me trompe pas, allez-y, pardon. Surtout, je pense sur les problématiques au quotidien qui se posent, on ne se rend peut-être pas compte quand on dit que 80% de l'économie sont dans l'informalité. Il y a beaucoup d'activités de base et des gens qui ont très peu de connaissances. Il y a même beaucoup d'analphabétisme, Absolument. etc. Oui. Et je pense là-dessus, même des modèles ChatGPT, ça peut énormément aider parce qu'on a trouvé, par exemple, on a travaillé en Côte d'Ivoire et en Sénégal, que la comptabilité, quelque chose de très simple, même quand tu as un petit magasin, il faut comprendre la comptabilité. Mais déjà là, ça peut être compliqué. Mais un accès à des activités très simples comme ça peut être beaucoup aidé avec Absolument. des modèles comme on les a Absolument. aujourd'hui Ah. déjà. Et ça peut... À quoi, Abuja? Dites-moi si je me trompe, mais les serveurs, ils se trouvent aux États-Unis. N'est-ce Alors, pas? quand on parle par exemple du cloud, la majorité des hébergements que nous utilisons, surtout au Togo, sont hébergés soit aux États-Unis à San Francisco, soit en Europe. Donc, dépendamment de la solution. Donc, je ne vais pas citer de nom. Les clouds utilisés pour les différentes activités, la majorité des startups qui sont au Togo quand même ont leur hébergement localisé dans ces pays-là, oui. Donc ça pose quand même une question de souveraineté numérique ou de sécurité informatique. Mais- Surtout, ouais. oui. Vas-y. Oui, Absolument. alors je voulais justement dire que ça pose un grand problème, surtout de sécurité, parce que les États n'ont pas forcément cet accès-là, cette disponibilité de leurs données qui sont justement stockées ailleurs. Et voilà, ces données peuvent être utilisées à plusieurs fins qui ne sont pas forcément, je vais dire, dans la régulation ou mieux structurées pour les pays. Ouais, ça fait beaucoup de défis. Vous parliez du financement. Comment on arrive à se financer? Comment on trouve des financements? On sait qu'il y a quelques pépites, des géants mondiaux de l'IA qui n'ont aucun problème pour lever des fonds. Comment ça se passe en Afrique? Il y a des entreprises aujourd'hui en Afrique du Sud, au Nigeria. Je ne sais pas si je peux citer, mais en tout cas, il y a des startups. Il y a des startups aujourd'hui en Afrique du Sud, au Nigeria, et par là aussi au Sénégal, en Tunisie. Il y a une startup en Tunisie qui a été revendue à Pfizer, plus de 600 millions d'euros, notamment, qui a été développée par un Tunisien brillant qui était à l'école polytechnique à Paris ici, Karim, que je salue d'ailleurs. Et aujourd'hui, l'un des avantages, justement, la division de l'information, c'est qu'on peut accéder à l'information de partout. C'est vrai que c'est compliqué d'avoir la puissance de calcul, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir l'infrastructure, même si avec le cloud, on peut faire énormément de choses, mais les entreprises, aujourd'hui, avec notamment des talents qui ont appris à coder, parce que c'est un sujet aussi de codage ou à faire des mathématiques, sont capables, lorsqu'ils ont les bons relais, la bonne information, de lever des fonds. Et il y a énormément d'entreprises qui commencent à lever des fonds, 1 million, 2 millions d'euros, en fait, dans tous ces pays, pour travailler sur l'agriculture, notamment sur la santé, sur le solaire et l'énergie et l'éducation. Sur la question du financement, peut-être, on sait que l'aide au développement est plutôt en baisse. Comment faire pour accompagner ces entrepreneurs?
Alors déjà, je pense pour l'accompagnement des entrepreneurs, c'est plutôt le financement privé Privé. Oui, qui c'est est ce toujours, qu'on le ce qu'on plus disait depuis le important. début. Après, l'aide au développement peut être focalisée sur les petites entreprises, les micro-entreprises. Ça, c'est vraiment une question de développement. Mais je pense après, c'est plutôt vraiment une question de développement du secteur financier sur place. Et là, c'est vraiment une question de créer les bonnes conditions, faire tous les pays très attractifs pour tout financement et pour l'investissement. Et je pense le développement des connaissances, de la formation des jeunes, qu'il y a des capacités pour créer des entreprises. C'est ça vraiment qui est attractif pour le secteur financier. Pour l'aide au développement, ça a augmenté continu les années dernières, mais c'est vrai, cette année, il y a des changements politiques et on a surtout dans les discours des discours que aussi dans les pays bailleurs, donateurs des fonds, ils veulent revoir un peu ces budgets. C'est vrai qu'il faut voir comment réagir, mais c'est important de comprendre que beaucoup de cet argent s'est investi dans le social, dans les infrastructures, mais le financement des entreprises, ça, je pense, c'est vraiment aussi une question pour le développement du secteur privé qui doit maintenant entrer dans cette situation pour mieux développer l'Afrique. Alors, on va s'intéresser précisément aux jeunes, puisqu'en Afrique, 28% de la jeunesse est au chômage ou en dehors du système scolaire. On voit que l'éducation est un enjeu crucial. Comment mieux les former et là encore, où trouver l'argent? Alors, déjà, peut-être souligner qu'il y a beaucoup d'initiatives privées qui existent sur le continent pour soutenir les initiatives entrepreneuriales. Je pense à des structures ou à des fonds comme Partech qui ont injecté beaucoup d'argent sur des startups prometteuses en Afrique. Donc je pense on n'y pense pas souvent, on parle beaucoup des banques qui financent très peu les PME, les entreprises, mais je crois qu'il ne faut pas hésiter aussi à se rapprocher des fonds d'investissement, des business angels, et puis également, j'allais dire finalement, de tous les investisseurs privés qui ont le potentiel de pouvoir investir et qui sont à la recherche finalement des bons projets. Pour miser dessus et puis accompagner ces entreprises-là qui ont beaucoup de potentiel très souvent. Donc ça, c'est peut-être la première chose. Et la seconde, c'est que on a aujourd'hui sur le continent une réalité, c'est que sur cette question de l'emploi, c'est une problématique, c'est vrai. Je pense que ça nous ramène au défi de la formation. Est-ce qu'aujourd'hui, les formations qui sont proposées sont adaptées aux besoins réels de nos entreprises? Nous, ce qu'on veut, c'est des gens qui soient bien formés, qui soient opérationnels tout de suite. On n'a pas le temps de tout réexpliquer on n'est pas des instituts de formation et c'est pas notre vocation de nous substituer à ces organismes-là. Donc là, c'est à l'État. Absolument. Il faut qu'on améliore l'adéquation formation-emploi. Il faut qu'on incite aussi les jeunes à mieux s'informer sur les métiers d'avenir. Parce que, par exemple, là, on parle d'IA, on parle d'innovation et de digital. Il y a énormément de nouveaux métiers qui vont être créés. C'est le cas aussi dans le domaine de l'agriculture. Il y a beaucoup de métiers qui n'existent pas aujourd'hui, qui vont exister demain, donc il faut les connaître. Il faut s'y intéresser, il faut essayer de creuser. Et puis, il y a aussi beaucoup de métiers qui, aujourd'hui, sont peu valorisés et qui, pourtant, on a un besoin de recrutement dans ces métiers-là. Donc, je pense dans les métiers du service, je pense dans l'agriculture, je pense aussi à finalement, toutes les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, à nous aussi, je pense, de faire un effort pour mieux informer, mieux diffuser l'information, aller dans les établissements le plus tôt possible aussi, pour expliquer tout le potentiel et tous les métiers qui existent et aussi mieux expliquer quelles sont les filières de formation, par où il faut passer pour éviter de perdre du temps et se concentrer sur des formations qui vont nous garantir un emploi ou qui vont nous aider lorsqu'on va décider de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et peut-être aussi faire en sorte que de nombreux Africains hautement qualifiés n'émigrent pas et provoquent cette fuite des cerveaux. C'est vrai que ça, c'est un phénomène auquel vous en êtes un exemple Oui, je sais pas si je suis une fuite de cerveau pour le Burkina. Après, ce qui est sûr, c'est que comme on disait à l'époque de l'URSS, les gens votent avec les pieds. Donc, aujourd'hui, très clairement... C'est-à-dire qu'ils partent, c'est ça ? Oui, ça veut dire que les gens vont là où il y a des opportunités pour eux. Donc, moi, c'est sûr que je travaille dans l'intelligence artificielle, je travaille dans la tech, je suis ingénieur de formation. On parlait d'infrastructure. Il n'y a pas beaucoup de pays aujourd'hui en Afrique, même s'il y en a de plus en plus, qui peut-être m'auraient permis de développer l'entreprise que je développe aujourd'hui. Mais je pense que pour moi, la fuite des cerveaux n'est pas un sujet. Parce que tout simplement, les gens apportent de la valeur là où ils sont. Et ils peuvent redistribuer cette valeur et faire des give-back en fait, de partout là où ils sont. La diaspora, d'ailleurs le mot diaspora qui vient de la diaspora juive, d'ailleurs il y a énormément de juifs aux États-Unis qui donnent beaucoup par exemple à Israël. Et donc moi je pense que
il y a énormément de Sénégalais très brillants partout dans le monde qui donnent aussi beaucoup en fait au Sénégal. Il y a énormément de Nigérians très brillants aux États-Unis, à Harvard et autres qui donnent beaucoup à leur pays. Donc je pense que l'idée c'est petit à petit utiliser cette diaspora en fait pour je sais pas créer effectivement un cadre qui permet en fait aux gens de pouvoir entreprendre. Voilà. Oui, mais peut-être réagir. Ouais, je ne sais pas si c'est pas un problème, la fuite des cerveaux. Quand même, je pense qu'on a besoin d'avoir beaucoup plus de personnes bien formées pour se développer. On a beaucoup de sujets. Moi, je vois tous les défis qu'on a évoqués déjà et qui sont nombreux sur le continent africain comme des opportunités. Mais c'est très important d'avoir la bonne personne au bon endroit pour structurer les bonnes stratégies et puis éviter, en fait, finalement, d'être dans des approches qui sont trop... voilà, on essaye de répondre à des problématiques sans forcément penser à la meilleure manière de réfléchir à la stratégie avant de les mettre en œuvre. Donc, je crois qu'on a de plus en plus aujourd'hui alors moi, j'appellerais pas ça de la fuite des cerveaux, mais on a de plus en plus d'Africains qui vont travailler dans d'autres pays africains. Aussi. C'est la première fois, on a créé le cabinet il y a 14 ans et on est parti au Gabon, on n'est pas parti au Sénégal. Moi, j'avais pas d'affinité particulière avec ce pays qui est le Gabon et que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que je crois que de plus en plus, les Africains commencent à voyager, à aller travailler au Maroc, à aller travailler au Togo, à aller travailler au Bénin, à ouvrir des entreprises dans des pays qui ne sont pas les leurs. Aussi parce qu'il y a un cadre réglementaire comme la ZLECAf qui peut inciter ça. Et aussi parce que je crois qu'on est mieux informé sur les opportunités d'investissement. Ah, la ZLECAf, c'est la zone de libre-échange qui justement favorise aussi le développement de l'entrepreneuriat aussi et du commerce entre les pays africains. Donc ça, c'est un beau mouvement qu'il faut encourager, je crois aussi. Et puis après, c'est certain que les personnes en étant issues de la diaspora, basées à Londres ou à Paris, elles peuvent parfaitement aussi choisir d'identifier quelles sont les entreprises qui existent sur le continent pour investir dans ces entreprises-là. C'est pas forcément je rentre dans mon pays d'origine, mais c'est aussi j'investis dans des entreprises qui marchent. Précisément, on va voir un exemple bien concret. Au Rwanda, le gouvernement mise sur les nouvelles technologies et veut faire de Kigali la capitale des startups. Reportage de Clément Diroma. Opérer les hernies, mais sans scalpel. Au Rwanda, ces chirurgiens africains se forment à la médecine de demain. Ils insèrent une caméra et des instruments en dernier cri sous la peau d'animaux. La caméra est comme l'œil du chirurgien. Elle est très importante. Elle grossit les images et elle aide à la précision. La méthode s'appelle la chirurgie mini-invasive. Cet institut d'origine française a ouvert il y a moins d'1 an, forte de la demande de Kigali de s'imposer sur le continent comme une terre d'accueil des technologies de pointe en attirant d'autres structures similaires. La majorité de nos collègues au Rwanda sont exposés à cette technologie. Mais nos confrères d'autres pays africains viennent également ici pour apprendre et acquérir des compétences. Près de 1000 médecins par an seront formés ici. Un rayonnement bienvenu pour Paul Kagame, candidat à sa réélection pour un 4e mandat. Le président sortant promet plus d'emplois pour les jeunes. Environ 20% d'entre eux sont au chômage. Au centre-ville de Kigali, le projet phare de ce plan, un incubateur de jeunes pousses mis en avant par les autorités. Vous travaillez sur la création ou sur les paramètres? Mais aussi par les recruteurs étrangers conscients des opportunités nouvelles du Rwanda. Johnson, entrepreneur américain, a ouvert une start-up de ressources humaines. Il veut contribuer à la création d'emplois. Le Rwanda est le 2e pays d'Afrique où il est le plus facile de faire des affaires. Il faut entre 3 et 6 heures pour créer une entreprise et ouvrir un compte bancaire. Il est également très facile et accessible de trouver des talents sur le terrain. Des employés plus faciles à trouver qu'ailleurs à cause du manque de postes. Les autorités espèrent y remédier en faisant du Rwanda la Start-up Nation africaine. Beaucoup de réactions en plateau sur cette Startup Nation. Peut-être d'abord, à quoi Abuja a envoyé un entrepreneur américain, justement, investissant au Rwanda. Est-ce que le Rwanda est un exemple à suivre? Alors, en Afrique, le Rwanda est l'un des pays qui a fait quand même beaucoup d'avancées. Lorsqu'on parle de start-up, lorsqu'on parle de l'écosystème favorable aux start-up, ils ont plusieurs hubs d'innovation qui accueillent quand même ces start-up-là de leur pré-seed. Pré-seed, c'est le début de leur idée jusqu'à ce qu'ils rentrent en série A ou B. Donc là où ils sont un peu plus dans le marché. Et il y a beaucoup d'exemples de leçons apprises sur lesquelles nous, au Togo, par exemple, on se base beaucoup. En termes de hub numérique, par exemple, on a beaucoup d'exemples de là que nous repliquons chez nous dans le hub public qui est en train d'être créé.
Et donc, sur ça, oui, je peux dire que le Rwanda est un bon exemple. À côté de ça, nous avons beaucoup d'autres pays aussi, donc comme le Sénégal. Je m'appuie beaucoup sur l'exemple du Sénégal parce que c'est un pays francophone, donc sur la côte ouest avec lequel nous partageons beaucoup plus de réalités locaux. Donc, c'est dans ce sens-là que moi, je dirais que peut-être on apprend aussi du Rwanda, mais aussi d'autres pays, donc comme le Sénégal, mais aussi le Cameroun, hein, notamment. C'est un pays aussi de l'Afrique centrale qu'on ne cite pas beaucoup. Mais ces dernières années, on a vu qu'il y a beaucoup de startups qui ont émergé de là. Et donc, notamment dans la fintech, je ne vais pas aussi forcément citer. Donc la finance, enfin les oui, startups voilà. dans la finance digitale ou technologique. Et donc, oui, le Rwanda est l'un des pays à suivre quand même en termes d'innovation, de développement de start-up et surtout parce qu'ils ont cette ouverture pour plus de partenariats aussi dans le monde, hein, parce que les investisseurs, par exemple, se retrouvent un peu plus là-bas, ou même pour la levée de fonds. Je dirais qu'il y a plusieurs hubs là-bas qui favorisent cette mise en relation des startups avec les acteurs multinationaux qui sont internationaux. Voilà, c'est ce que je peux dire. Yeah. Je vous voyais sourire. Non, elle a raison, elle a parfaitement raison. Sur le Sénégal, on a la chance d'avoir vraiment un vivier d'entreprises dans le numérique qui sont assez impressionnantes d'ailleurs. Parce qu'on a un écosystème en fait numérique qui est très développé. Je pense à des initiatives comme Lions Tech, qui est justement l'association de plusieurs organisations qui se sont réunies pour favoriser le développement de cet écosystème-là. Je pense à une initiative de l'État sur la création d'une entreprise comme la délégation de l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes. Pareil, il y a tout un programme de financement qui est dédié justement à l'accompagnement de futurs champions de la tech sénégalaise. Donc c'est vrai qu'il y a de nombreuses initiatives. Je crois que la Côte d'Ivoire aussi est un pays qui est très avancé sur ces questions-là. On voit beaucoup d'innovations, beaucoup d'entreprises qui arrivent à se distinguer. Et pour avoir eu le plaisir, parce que j'ai vu l'élément que vous avez diffusé sur le Rwanda, de visiter Kelab, on se rend compte qu'en fait, c'est extrêmement pragmatique comme approche. C'est vraiment un espace où les entrepreneurs ont la possibilité d'essayer leur modèle, de se challenger entre eux parce qu'ils sont tous ensemble. Donc, c'est vraiment très coopératif. Et puis, en même temps, ils ont eu la possibilité d'être accompagnés pour se réunir et se rassembler autour d'un projet. On dit souvent qu'il vaut mieux avoir une petite part d'un grand gâteau que l'inverse. Je crois qu'il faut qu'on encourage plus nos entrepreneurs à s'associer, à créer des joint ventures entre eux et puis à vraiment être dans la co-construction pour avoir des entreprises beaucoup plus importantes avec beaucoup plus d'opportunités. Et une question que je voudrais vous poser à toutes les deux, excusez-moi. Okay. Comment inclure davantage les femmes sur le marché du travail et peut-être notamment dans la tech ? Au Togo, par exemple, nous avons 55% de femmes qui sont dans la tech et plus de 40% qui sont jeunes, pas dans la tech, pardon, de la population, et plus de 40% qui sont jeunes. Aujourd'hui, ce qui est en train d'être un peu plus vu dans l'écosystème, c'est que plusieurs jeunes femmes, notamment celles qui sont diplômées en fin de formation à partir de la licence et du master, créent entre elles-mêmes des réseaux dans lesquels elles partagent entre elles les leçons apprises, de bonnes connaissances, etc. Nous avons des communautés de jeunes qui voient de plus en plus le jour au Togo. Et donc, il faut dire que pour développer un écosystème avec plus de femmes dans la tech, l'écosystème au Togo fait plus de l'autocréation, de l'auto-redynamisation. Donc ça, c'est l'une des premières des choses. Et ça, je crois que ça montre un peu à l'État le degré de motivation de l'écosystème qui veut aller en avant. Donc du coup, de cela, on voit que l'État met en place maintenant surtout des événements, comme je viens de le voir tout à l'heure à l'écran. Nous avons eu un événement justement la semaine passée où il y a eu ce cadre-là réservé dans lequel il y a eu plusieurs rencontres pour mieux favoriser la collaboration. Et donc, au-delà des initiatives du gouvernement, il y a également les initiatives des organisations, de la société civile ou un peu des organisations internationales, voilà. En 2 mots. Pour ma part, en étant très brève, je pense que moi, je crois beaucoup au pouvoir de l'inspiration. Et je crois que le fait de voir des femmes qui excellent dans ce domaine-là, de les valoriser, ça permet de créer des vocations, d'inspirer d'autres femmes et de se dire que c'est possible. Je crois que de plus en plus aussi, on voit qu'il y a les femmes s'organisent entre elles autour de réseaux d'entrepreneurs. Je pense à Women in Tech, je pense à Women of Influence, je pense à toutes ces initiatives qui visent justement à inciter le fait de permettre à des femmes entrepreneurs qui sont dans la tech, donc dans des métiers qui sont souvent
perçus à tort comme étant des métiers pour les Absolument. hommes très complexes, de pouvoir se dire tu es pas seul, on va t'accompagner, on va même te driver, et pas uniquement pour entreprendre, aussi pour évoluer à de très hauts niveaux de responsabilité au sein des entreprises, pour occuper des fonctions importantes. Je vous coupe parce qu'on en vient maintenant à notre troisième et dernière partie, le climat, inondations, sécheresse et cyclones. L'Afrique est particulièrement exposée au choc climatique. Yann Reilander, tout cela évidemment amplifie les problèmes de sécurité alimentaire et les effets de conflit qui peuvent aller avec. Tout à fait, tout à fait. Alors, on est dans une situation, disons, grave vis-à-vis du climat. On a déjà aujourd'hui un réchauffement climatique de 1,2, presque 1,4 degrés depuis le début de l'industrialisation. On est alors sur un chemin de réchauffement. Tout le monde s'applique pour limiter ce réchauffement à 2 degrés. Mais toute projection sur la base des politiques, des investissements faits à ce moment nous met à au moins 3 degrés 2,9, 3 degrés de réchauffement. Alors, il faut vraiment s'investir parce que si ça continue, on voit déjà que dans quelques années, les prix alimentaires peuvent augmenter par 30%, surtout en Afrique. On aura vraiment un impact sur les prix alimentaires. On aura beaucoup plus des crises, des chocs globaux. Imaginez des sécheresses dans plusieurs régions producteurs importants en même temps. Et on peut avoir des chocs très importants. On a eu une première choc suite à la guerre en Ukraine tout au début. C'était un choc sur les prix alimentaires. Alors on aura tout ça, des catastrophes, des chocs sur les prix alimentaires. Et il faut se préparer, il faut investir dans les assurances, les fonds de souveraineté pour être prête, mais surtout en termes de la communauté globale, il faut s'investir pour pouvoir agir contre cette On n'en prend pas tellement le chemin face à un projet d'accord critiqué de toutes parts à la COP29 à Bakou. Comment l'Afrique peut-elle se fixer des objectifs ambitieux de réduction de gaz à effet de serre ? Je pense qu'il faut déjà commencer par respecter les engagements qui ont été pris. On avait parlé de 100 milliards qui seraient mobilisés justement pour accompagner les pays qui sont les plus touchés. Les pays africains font partie des pays les plus impactés, les plus directement impactés par les conséquences de ce réchauffement climatique. On n'est pas arrivé au bout de ces 100 milliards, en tout cas on n'en a pas encore vu totalement la couleur. Enfin, objectif tenu avec beaucoup de retard, on va dire. Avec beaucoup de retard, et là surtout on se rend compte que les conséquences sont beaucoup plus importantes que ce qu'on avait prévu. Je pense aux inondations, je pense à la montée de la désertification, je pense aussi au fait qu'aujourd'hui, les États africains, on est en train de leur dire, il y a un double discours en fait. Vous avez des énergies fossiles, vous avez du gaz, vous avez des hydrocarbures, sauf que vous n'allez pas pouvoir les utiliser. En même temps, on ne vous soutient pas forcément financièrement pour vous accompagner vers des énergies vertes et renouvelables. Donc, il y a un problème. Il y a un problème. Et on pense précisément au Sénégal qui est en passe de devenir producteur et exportateur de pétrole. On peut se dire qu'effectivement, c'est difficile de se priver de cette manne qui pourtant est très émettrice de gaz à effet de serre. Oui, pour moi, il faut qu'il y ait une politique incitative, il faut qu'il y ait des actions concrètes pour soutenir le développement des énergies renouvelables. Sinon, ça n'a pas de sens en fait de demander aux États et notamment au Sénégal de ne pas utiliser les seules ressources dont elles disposent. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas encore commencé à produire nos premiers barils de pétrole, mais c'est annoncé pour 2025, il me semble. Je pense qu'il faut aussi qu'on soit dans des industries qui soient transformatrices et pas uniquement être dans l'export. C'est-à-dire raffiner le pétrole. Exactement. Et puis, ça a un autre avantage, c'est que ça crée de l'emploi, ça crée un savoir-faire technologique qu'il faut transmettre en fait finalement, et puis ça permet aussi à partir du moment où on intègre toutes les dimensions environnementales et le respect de l'environnement, je pense qu'il y a quand même l'opportunité et la possibilité de créer quelque chose de plus vertueux que ce qui a été fait en Occident, par exemple. Bon, alors, si on parle maintenant uniquement des énergies vertes et de la transition énergétique, est-ce qu'elle peut être créatrice d'emplois en Afrique ? Elle est créatrice d'emplois partout où elle est correctement appliquée. Oui, effectivement, les énergies vertes peuvent être créatrices d'emplois en Afrique. L'Afrique, de toute façon, fait face à un dilemme, c'est qu'elle a besoin d'énergie pour se développer. Puisque le PIB, en fait, c'est du mouvement, et le mouvement, c'est de l'énergie. C'est basique, voilà, c'est clair. Mais sauf que l'autre problématique, c'est que l'Afrique, étant le continent le plus pauvre, c'est aussi le continent qui est le plus exposé.
donc avec des mouvements de population, avec des infrastructures qui ne sont pas au point. Donc comment arbitrer en fait entre ces deux sujets? Mettre que des énergies renouvelables, je n'y crois pas parce que, sauf à financer 500 milliards comme ils ont demandé là récemment. Il faut du On suivra cela. mixte, ouais. Je suis désolée de vous couper, mais malheureusement c'est déjà la fin de cette émission. C'était passionnant en tout cas vos échanges. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur France 24.